Bien, bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer personnellement. En tout cas, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Il y a quelques mois, à l'occasion d'un conseil de l'ATMA, nous avons, l'ATMA, Académie de Marine, le cluster et le GICAN, considéré que c'était un bon moment pour se rencontrer et discuter d'engins maritimes autonomes. Alors c'est un bon moment parce que les activités maritimes, qu'elles soient civiles ou militaires, sont confrontées aujourd'hui à un double défi. Le premier, c'est la multiplication des besoins d'exploration. On rappelle que l'accord BBNJ en cours de ratification invite, sinon incite, à explorer la colonne d'eau pour en déterminer, découvrir les richesses biologiques et génétiques, que l'exploration des fonds, dont seul moins d'un quart est aujourd'hui cartographié, les besoins de surveillance de la pêche ou des activités illicites et les besoins d'intervention en mer vont se multiplier dans les années qui viennent. Le deuxième défi, en face de ce premier, c'est le défi des ressources humaines, des ressources financières. Les plateformes maritimes spécialisées coûtent de plus en plus cher et dans ce secteur, comme dans bien d'autres, on rencontre des difficultés de recrutement. Et donc, si l'intervention humaine restera bien évidemment encore très longtemps nécessaire et sans doute souhaitable, l'utilisation des immenses possibilités de l'intelligence artificielle permet d'envisager un changement de paradigme des opérations en mer vers une plus grande efficacité, une plus grande sécurité, une plus grande ubiquité, comme on dit chez les militaires, et une moindre contrainte pour les opérateurs humains. Alors, les engins autonomes que, par facilité, on appelle drones d'une façon un peu générique, en fait, couvrent toute une gamme d'engins de type et de capacité tout à fait différentes. Il y a les engins autonomes de surface, qui sont un moyen d'étendre considérablement les aires de surveillance, que ce soit de la navigation, de la pêche, des activités illégales, avec un moindre coût matériel et à moindre mobilisation des ressources humaines. Les activités d'exploration et de surveillance nécessaires à une meilleure connaissance, à une meilleure gestion ordonnée et réglementée de l'espace maritime, y compris dans sa dimension verticale, nécessitent d'allier grands domaines d'observation, la taille de l'océan, et grande résolution. Nous cherchons à déterminer des détails infiniment petits parfois. Alors, l'observation spatiale a permis de faire d'immenses progrès pour l'observation de la surface des océans, mais ces moyens ne permettent pas, à horizon temporel visible, de pénétrer la colonne d'eau. La technologie des engins autonomes sous-marins, connue et pratiquée déjà depuis plus d'une trentaine d'années, mais à présent capable d'opérer de façon coopérative en grand, comment appeler ça, essaim, c'est un peu mal approprié, mais disons en grand banc ou en meute, eh bien cette technologie émergente permet de constituer des antennes virtuelles de très grande surface de détection, extrêmement mobiles et de forme totalement adaptative. Ça, c'est pour ce qui concerne l'observation. En ce qui concerne les activités d'intervention, donc là, c'est différent, que ce soit pour des prélèvements, que ce soit pour de la maintenance d'installations, voire de réparation d'installations, de pistage et d'engagement d'hostiles, des moyens ponctuels équipés de charges utiles adaptées à leur mission sont nécessaires. Et là, on est dans une autre famille d'engins beaucoup plus gros
qui peuvent être télécommandés ou de plus en plus autonomes. Ces engins doivent être capables, par leur autonomie et leurs caractéristiques physiques, à atteindre les plus grands fonds au moins utiles, c'est-à-dire au moins jusqu'à 6000 mètres. Enfin, se développe, notamment en Extrême-Orient, mais également en mer du Nord, en Norvège, la technique des navires de commerce sans équipage, qu'on appelle les MAS, qui présentent l'avantage d'augmenter les volumes de fret. Tout un tas d'installations liées à l'équipage ne sont plus nécessaires, d'alléger les normes de sécurité, puisqu'il n'y a plus de vie humaine en jeu, et de réduction corrélative d'énergie et augmentation de la sécurité de navigation. Voilà, à tout ça sont attachés des défis technologiques dans le développement, bien sûr, de l'intelligence embarquée, des communications de très haut débit et sécurisées, des systèmes de propulsion efficients et fiables, des systèmes de gestion de missions coordonnées et coopératives. La France dispose de toutes ces technologies, ce que l'on verra certainement dans la journée, et son immense domaine maritime, dispersé sur tous les océans, offre une base significative de besoins civils et militaires. Une structuration que l'on peut espérer d'une filière industrielle à travers une stratégie nationale devrait entraîner le développement de notre industrie nationale. Merci. Je passe maintenant la parole à Nathalie Mercier-Perrin, présidente du cluster maritime, que je remercie pour sa présence. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, je voudrais commencer mon propos par vous rappeler que nous sommes 11 millions de kilomètres carrés. Alors, évidemment, on va parler drone toute la journée, mais si je commence mon propos pour vous dire que nous sommes 11 millions de kilomètres carrés, c'est que notre territoire, la France, s'étend des Amériques jusqu'en Asie, jusqu'aux portes de l'Asie. Et donc, effectivement, nous avons le deuxième espace maritime au monde. Et nous avons besoin, comme je vais le préciser, comme effectivement le président Alain Bovis l'a précisé, d'un certain nombre de technologies pour surveiller et défendre notre espace économique qui actuellement subit effectivement pas mal de péripéties. Je rappelle que nous n'avons pas actuellement un océan Pacifique sur le globe. Donc moi je me suis un peu livrée ce matin à un exercice, un peu de prospective. Il y a maintenant et puis le futur, la suite. Alors le cluster maritime français a aussi pour vocation de travailler des feuilles de route technologiques avec l'État et avec toutes les parties prenantes de l'économie maritime. Et donc dans ce cadre-là, on est en train de travailler sur un plan prospectif à une temporalité assez longue, 40 ans, parce que vous savez que les marchés financiers ont besoin d'une vision assez lointaine pour travailler sur les investissements et sur les financements tant attendus sur un certain nombre de technologies, dont la partie drone. Donc, pour moi, d'ici 2050, les drones, alors qu'ils soient de surface, sous-marins ou même aériens, joueront un rôle central dans la surveillance des océans. L'exploration des grands fonds et la gestion durable des ressources maritimes est au cœur de tout cela. Alors que la demande en données environnementales et en sécurisation des infrastructures sous-marines s'intensifie, ces technologies deviendront des outils indispensables pour répondre aux défis climatiques, sécuritaires et économiques de la France. J'ai essayé un petit scénario, toujours dans la réflexion du jour et puis pour après. Quels sont, du point de vue du cluster maritime français, puisqu'on est au comité France Maritime, qui est un comité qui discute avec l'ensemble, notamment des parties prenantes étatiques, que ce soit l'état-major de la marine ou les différents ministères. Je me suis rompu un petit exercice et nous rappeler quels sont les scénarios d'usage qui sont importants, en tout cas vus du cluster maritime français. D'abord, vous l'avez dit, cher Président, c'est l'exploration et la cartographie des fonds marins.
En 2050, les drones sous-marins joueront un rôle clé dans la cartographie haute résolution des fonds marins. Ils permettront d'explorer des zones jusqu'alors inaccessibles et de détecter les ressources minérales ou énergétiques tout en surveillant à ne pas perturber les écosystèmes. Le deuxième champ d'application, c'est la surveillance et la sécurité maritime. Alors tout d'abord, on peut parler de la sécurité des infrastructures sous-marines, dont les câbles, pipelines, installations énergétiques. Elles seront aussi, pour moi, assurées par des essaims de drones capables de détecter et de signaler toute anomalie ou menace, piraterie, sabotage. Et question sabotage, on a vu dernièrement des technologies qui arrivent de Chine. Dans le cadre de la souveraineté maritime, ces drones contribueront à la surveillance des zones protégées et à la lutte contre la pêche illégale qui est au cœur des préoccupations de l'État français. Troisième point, suivi environnemental et gestion durable. Les drones sous-marins offriront une surveillance continue des paramètres environnementaux, température, salinité, pollution, et permettront de modéliser l'évolution des écosystèmes marins face au changement climatique. Ils faciliteront également la détection précoce des marées noires et autres catastrophes environnementales, améliorant ainsi la réactivité des dispositifs de secours. Quatrième défi, maintenant, c'est l'inspection des infrastructures. L'inspection des infrastructures marines, telles que les éoliennes offshore, et pas que, des plateformes pétrolières ou les ports sera réalisée de manière autonome par des drones sous-marins équipés de capteurs avancés et de caméras haute définition. Je pourrais rajouter dans ce propos-là, nous avons d'une manière générale la surveillance des champs éoliens ou des champs d'énergie marine qui se développeront dans les années qui arrivent. Je ne suis pas fermée à autre chose que l'éolien. On réfléchit aujourd'hui à peut-être du solaire marin, comme il existe du solaire terrestre. On est sur un chemin de 2050, donc on aura d'autres sources d'énergie sur des grands champs qui seront à sécuriser. Les impacts et défis de mon propos sont impact économique et stratégique. La généralisation des drones sous-marins, entre autres, permettra de réduire considérablement les coûts d'inspection et de maintenance des infrastructures marines, tout en renforçant la souveraineté et la compétitivité des pays dotés d'un important espace maritime, dont le nôtre, évidemment. Défis réglementaires et sécuritaires. La prolifération de ces technologies posera de nouveaux défis en matière de cybersécurité, de respect de la vie privée, de réglementation internationale, nécessitant une coopération accrue entre les États et les acteurs privés. La question de la cybersécurité est évidemment centrale sur tout le propos de la numérisation des technologies de drones. À l'ère où l'IA arrive, il faudra effectivement faire extrêmement attention à la question de la cybersécurité, de la data et du big data. Les enjeux écologiques. Si l'utilisation de drones sous-marins présente des avantages pour le suivi et la protection des océans, il sera essentiel de veiller à ce que leur production et leur utilisation et leur élimination soient respectueuses de l'environnement. Donc, les évolutions technologiques, pour peut-être avancer sur la journée également, moi je vois depuis une vingtaine d'années un certain nombre de points. D'abord, on en a beaucoup parlé les années précédentes, c'est l'autonomie et l'intelligence artificielle, donc des navires autonomes grâce à l'IA notamment, avec finalement un système neuronal, des drones qui sont capables de discuter ensemble, qu'ils soient sous-marins, de surface ou aériens, avec effectivement la question du spatial comme il a été évoqué tout à l'heure. Ensuite, les communications sous-marines, donc des réseaux de communication particuliers qui permettront aux drones de donner en temps réel des datas et à des centres de contrôle effectivement de faire tourner cette data interpays si effectivement nous travaillons en collaboration avec des pays à l'international. Ensuite, le dernier point que je voulais aussi citer, c'est l'autonomie énergétique des drones. Donc, l'énergie autonome via des systèmes de récupération d'énergie, peut-être des courants marins, peut-être des différences de température, d'autres types de technologies qui ne sont pas encore totalement émergentes, permettront une autonomie prolongée et donc de réduire la dépendance aux recharges et aux interventions humaines. Voilà, et le dernier point, c'est les matériaux écologiques et résilients. Le développement de matériaux composites biocompatibles garantira la résistance à la corrosion tout en minimisant l'impact environnemental.
Voilà, donc les drones, pour moi, en 2050, ils représenteront une avancée technologique majeure pour l'exploitation et la protection des océans. Grâce à leur autonomie, leur capacité à opérer en essaim et à leur intégration dans un réseau de communication global, ils permettront de transformer notre manière de surveiller, d'explorer et de préserver le milieu marin. Si les défis réglementaires écologiques sont relevés, ces innovations contribueront à un avenir maritime plus sûr, prospère et durable. Merci. Je vais m'introduire moi-même. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Philippe Missoff, délégué général du GICAN. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à l'organisation de ce colloque qui s'inscrit dans notre objectif d'animer la filière et de rassembler les acteurs et de faire progresser justement notre filière de participer au développement durable de notre filière. Et ce développement durable, pour nous, il passe notamment par les drones. Donc c'est pour ça qu'on est très intéressé d'être là aujourd'hui. Et ce travail qu'on fait sur les drones, on le retrouve notamment dans le plan de développement de la filière drone française qu'on a mis en œuvre comme un projet structurant du comité stratégique de filière des industriels de la mer et qui a 6 axes. Le premier axe, tout d'abord, c'est la mise en place de la réglementation. Donc je pense qu'après, vous aurez la DG AMPA et Bureau Veritas qui vont intervenir sur ce sujet-là. Mais la réglementation, c'est quelque chose donc d'essentiel, déjà d'y travailler au niveau français, mais ensuite avec nos partenaires européens et à l'OMI, pour notamment essayer d'avoir un leadership français et avoir une coopération qui permette d'uniformiser les exigences vis-à-vis du cadre réglementaire afin d'avoir plus de possibilités pour nos industriels à terme, notamment d'exporter et de réduire les coûts d'adaptation sur les différents marchés et d'assurer aussi la continuité des opérations en mer. Le deuxième axe, c'est celui de la mise en place de sites et de moyens d'essai en mer dédiés à l'expérimentation, à la qualification et à la démonstration des drones, des systèmes de drones, des capteurs, des équipements et de tout ce qui va permettre en effet d'avoir des produits efficaces et de dernière technologie. Et le GICAN donc, consolide notamment aujourd'hui toute cette offre de moyens d'essai qui existe, qui sera présentée aussi cet après-midi. Et donc ce sera intéressant à la fois de dire s'il manque des choses, si on a raté des moyens d'essai en France qui sont utiles pour notre industrie, et en même temps, si on a des manques en tant qu'industriel sur les moyens disponibles en France, afin notamment d'assurer le financement de nouveaux moyens. Le troisième axe, c'est celui du déploiement d'opérations en mer de ces engins pour faire rentrer cette filière dans une maturité à la fois technologique, opérationnelle et surtout commerciale. Et ça passe par l'analyse des besoins. Donc il y a beaucoup d'études de marché qui sont faites ou de discussions qui sont engagées, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine de l'action de l'État en mer ou aussi dans le domaine civil, ou les énergies marines, dont on trouve l'oil and gas et les énergies marines renouvelables. Quatrième axe, c'est la capacité industrielle qui doit se développer pour répondre justement à cette... on essaie de travailler à la massification de l'utilisation de ces drones, il faut aussi travailler au développement de l'outil industriel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille à la visibilité sur l'offre industrielle de drones. On a fait des brochures capacitaires sur le sujet que je vous invite à voir et qui seront remises à jour. On a aussi, donc, on voit aujourd'hui, et ça on peut se réjouir, c'est un renforcement justement de ces capacités industrielles dans le domaine des drones. On peut parler de la Londe-les-Morts, évidemment, pour Naval Group, mais aussi aux extensions des infrastructures de RT6 ou encore du projet qui a été sélectionné dans le cadre du Corimer pour France 2020-30, première usine de capacité d'intégration de Seoul, que j'ai vu aussi dans la salle. Cinquième axe, ce sont les centres de services dans les territoires. Aujourd'hui,
On souhaite que l'accompagnement en effet de ces opérations en mer, qui nécessitent donc des pilotes de drones, nécessitent aussi des centres de services. Et il y en a plusieurs qui existent, donc des industriels en ont, la Marine nationale en a aussi un. Mais aujourd'hui, il y a donc des business models à construire justement pour répondre à ces nouveaux besoins, ces nouveaux enjeux et à ces nouvelles utilisations de drones. Enfin, justement, pour le dernier sujet qui a déjà été évoqué d'ailleurs aussi ce matin, c'est la formation, et notamment la formation en lien avec l'utilisation croissante des drones. Vous savez qu'il y a eu donc une réglementation qui a été faite pour la formation des pilotes de drones, et donc à la rentrée, ce sera intéressant, et nous on suivra justement les universités, les écoles qui ont mis en place justement des cursus répondant donc aux demandes de l'État dans cette optique. Tout ça, ça peut se faire quand on réussit à se réunir ensemble, que ce soit les industriels, les utilisateurs, que ce soit donc notamment les industriels, ce sont ceux qui font du hardware, ceux qui font du software, les intégrateurs, les équipementiers. Et il faut que tous ces gens-là se rencontrent, échangent et montent des projets communs. Et il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment dans ce domaine-là. Je pense notamment à la remise à jour de la feuille de route technologique SmartShip, qui est pilotée par le pôle mer Méditerranée et qui va être ouverte justement à tous en consultation élargie sous peu pour pouvoir compléter et donc aussi obtenir à terme plus de fonds sur ces thématiques-là. Il y a aussi les travaux du pôle d'excellence Grand Fonds qui est en cours de structuration et qui pourra aussi nourrir les besoins en drone nourrir les besoins donc en drone pour les opérations en mer. Sur le côté militaire, nous avons aussi des discussions avec notamment la direction de l'industrie de défense à la DGA et la Marine nationale pour l'élaboration de la feuille de route drone dont l'objectif est d'aboutir à des stratégies d'acquisition d'équipements militaires et d'opérations en mer pour lesquelles les industriels français répondent aux besoins de manière compétitive et puissent être renforcés à l'export. Ça s'est fait dans le domaine, dans le cadre du pacte drone aérien terrestre, et donc on compte utiliser ce modèle aussi pour le maritime. Enfin, le déploiement de l'axe 10 de France 2030, qui reste d'actualité, est une opportunité et permet de renforcer la filière. Enfin, l'UNOC sera aussi l'occasion de mettre en avant à la fois les compétences françaises, comme notamment les capacités d'Alcimar pour le CNRS, mais aussi les collaborations internationales qui sont faites par certains des industriels. Et là, je pense à Arché-Océan notamment, qui travaille avec Chypre dans ce domaine. Voilà, donc nous, on reste en soutien et en appui des industriels, mais aussi des acteurs publics, civils et militaires, pour transformer cette dynamique de développement de la filière drone vers une dynamique d'opération en mer fondée sur les drones. Maintenant, place aux échanges et très bonne journée à tous. Ça marche? Oui. Je vais maintenant appeler Alexandre Lukiewicz, qui va vous introduire les personnes qui vont faire quelques présentations. Merci Régis. Amiral, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque dédié aux drones marins et aux navires autonomes, un événement co-organisé par l'Académie de Marine, l'ATMA, le Cluster Maritime et le GICAN. Colloque qui promet de repousser, en tout cas on va essayer, les frontières de l'innovation et de la technologie dans le domaine maritime. Je suis Alexandre Lukiewicz, directeur adjoint du Cluster Maritime français, en charge de l'innovation, du numérique et du réglementaire. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un secteur en pleine expansion, où les drones et les engins autonomes ne sont pas seulement des outils de surveillance, mais des acteurs clés dans l'exploration et la gestion de nos océans. Les drones marins, les navires autonomes révolutionnent notre manière d'interagir avec l'environnement marin. Imaginez des océans monitorés en temps réel pour protéger la biodiversité.
des infrastructures sous-marines inspectées sans risque par des drones sous-marins ou encore des opérations de transbordement, de transport de marchandises, des opérations de recherche et de sauvetage menées avec une précision inégalée liée à l'intelligence artificielle. Ces scénarios qui étaient autrefois dignes de la science-fiction sont aujourd'hui notre réalité. Et ce colloque est l'occasion idéale pour les acteurs du secteur maritime de se rencontrer, d'échanger, de collaborer. Et nous avons l'honneur d'accueillir pour cette première matinée des experts de renom, des innovateurs passionnés, des décideurs visionnaires qui partageront avec nous leurs connaissances et leurs expériences. Alors ensemble, nous pourrons explorer les dernières avancées technologiques, les défis réglementaires, les opportunités économiques que les drones marins et les navires autonomes peuvent offrir, avec un constat fort, c'est que le secteur est absolument hors du commun en termes qualitatifs, avec des atouts qui placent la France, et ça a été dit à plusieurs reprises, en leader sur le marché. Alors préparez-vous à être inspirés, à découvrir des perspectives nouvelles à l'occasion des échanges qui suivront et peut-être forger des partenariats qui vont façonner l'avenir de notre industrie maritime. Que vous soyez un participant averti ou un nouveau venu, ce colloque est le point de départ d'un voyage fascinant dans l'univers des technologies maritimes autonomes. Alors ouvrons nos esprits, engageons le dialogue, laissons-nous porter par l'innovation et que ce colloque soit le catalyseur de nouvelles idées et de collaborations fructueuses. Cette matinée sera découpée en 3 temps. Tout d'abord, 3 présentations par Naval Group, Abissa et Seahall, une courte pause à 10h45, puis une table ronde avec nos intervenants de la première partie, rejoints par de nouveaux intervenants, avant de passer à la pause déjeuner. Et donc pour cette première séquence, j'invite Pierre-Antoine Flich, directeur de la ligne produits drone chez Naval Group, à me rejoindre, à prendre même ma place au pupitre. Bien, bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer personnellement. En tout cas, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Il y a quelques mois, à l'occasion d'un conseil de l'ATMA, nous avons, l'ATMA, Académie de Marine, le cluster et le GICAN, considéré que c'était un bon moment pour se rencontrer et discuter d'engins maritimes autonomes. Alors c'est un bon moment parce que les activités maritimes, qu'elles soient civiles ou militaires, sont confrontées aujourd'hui à un double défi. Le premier, c'est la multiplication des besoins d'exploration. On rappelle que l'accord BBNJ en cours de ratification invite, sinon incite, à explorer la colonne d'eau pour en déterminer, découvrir les richesses biologiques et génétiques, que l'exploration des fonds, dont seul moins d'un quart est aujourd'hui cartographié, les besoins de surveillance de la pêche ou des activités illicites et les besoins d'intervention en mer vont se multiplier dans les années qui viennent. Le deuxième défi, en face de ce premier, c'est le défi des ressources humaines, des ressources financières. Les plateformes maritimes spécialisées coûtent de plus en plus cher et dans ce secteur, comme dans bien d'autres, on rencontre des difficultés de recrutement. Et donc, si l'intervention humaine restera bien évidemment encore très longtemps nécessaire et sans doute souhaitable, l'utilisation des immenses possibilités de l'intelligence artificielle permet d'envisager un changement de paradigme des opérations en mer vers une plus grande efficacité, une plus grande sécurité, une plus grande ubiquité, comme on dit chez les militaires, et une moindre contrainte pour les opérateurs humains. Alors, les engins autonomes que, par facilité, on appelle drones d'une façon un peu générique, en fait couvrent toute une gamme d'engins de type et de capacité tout à fait différentes. Il y a les engins autonomes de surface, qui sont un moyen d'étendre considérablement les aires de surveillance,
que ce soit de la navigation, de la pêche, des activités illégales, avec un moindre coût matériel et à moindre mobilisation des ressources humaines. Les activités d'exploration et de surveillance nécessaires à une meilleure connaissance et à une meilleure gestion ordonnée et réglementée de l'espace maritime, y compris dans sa dimension verticale, nécessitent d'allier grands domaines d'observation, la taille de l'océan, et grande résolution. Nous cherchons à déterminer des détails infiniment petits parfois. Alors, l'observation spatiale a permis de faire d'immenses progrès pour l'observation de la surface des océans, mais ces moyens ne permettent pas, à horizon temporel visible, de pénétrer la colonne d'eau. La technologie des engins autonomes sous-marins, connue et pratiquée déjà depuis plus d'une trentaine d'années, mais à présent capable d'opérer de façon coopérative en grand, comment appeler ça, essaim, c'est un peu mal approprié, mais disons en grand bond ou en meute, eh bien cette technologie émergente permet de constituer des antennes virtuelles de très grande surface de détection, extrêmement mobiles et de forme totalement adaptative. Ça, c'est pour ce qui concerne l'observation. En ce qui concerne les activités d'intervention, donc là, c'est différent, que ce soit pour des prélèvements, que ce soit pour de la maintenance d'installations, voire de réparation d'installations, de pistage et d'engagement d'hostiles, des moyens ponctuels équipés de charges utiles adaptées à leur mission sont nécessaires. Et là, on est dans une autre famille d'engins beaucoup plus gros qui peuvent être télécommandés ou de plus en plus autonomes. Ces engins doivent être capables, par leur autonomie et leurs caractéristiques physiques, à atteindre les plus grands fonds au moins utiles, c'est-à-dire au moins jusqu'à 6000 mètres. Enfin, se développe, notamment en Extrême-Orient, mais également en mer du Nord, en Norvège, la technique des navires de commerce sans équipage, qu'on appelle les MAS, qui présentent l'avantage d'augmenter les volumes de fret. Tout un tas d'installations liées à l'équipage ne sont plus nécessaires, d'alléger les normes de sécurité, puisqu'il n'y a plus de vie humaine en jeu, et de réduction corrélative d'énergie et augmentation de la sécurité de navigation. Voilà, à tout ça sont attachés des défis technologiques dans le développement, bien sûr, de l'intelligence embarquée, des communications de très haut débit et sécurisées, des systèmes de propulsion efficients et fiables, des systèmes de gestion de missions coordonnées et coopératives. La France dispose de toutes ces technologies, ce que l'on verra certainement dans la journée, et son immense domaine maritime, dispersé sur tous les océans, offre une base significative de besoins civils et militaires. Une structuration que l'on peut espérer d'une filière industrielle à travers une stratégie nationale devrait entraîner le développement de notre industrie nationale. Merci. Je passe maintenant la parole à Nathalie Mercier-Perrin, présidente du cluster maritime, que je remercie pour sa présence. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, je voudrais commencer mon propos par vous rappeler que nous sommes 11 millions de kilomètres carrés. Alors, évidemment, on va parler drone toute la journée, mais si je commence mon propos pour vous dire que nous sommes 11 millions de kilomètres carrés, c'est que notre territoire, la France, s'étend des Amériques jusqu'en Asie, jusqu'aux portes de l'Asie. Et donc, effectivement, nous avons le deuxième espace maritime au monde. Et nous avons besoin, comme je vais le préciser, comme effectivement le président Alabovis l'a précisé,
d'un certain nombre de technologies pour surveiller et défendre notre espace économique qui actuellement subit effectivement pas mal de péripéties. Je rappelle que nous n'avons pas actuellement un océan Pacifique sur le globe. Donc moi, je me suis un peu livrée ce matin à un exercice, un peu de prospective. Il y a maintenant et puis le futur, la suite. Alors le cluster maritime français a aussi pour vocation de travailler des feuilles de route technologiques avec l'État et avec toutes les parties prenantes de l'économie maritime. Et donc dans ce cadre-là, on est en train de travailler sur un plan prospectif à une temporalité assez longue, 40 ans, parce que vous savez que les marchés financiers ont besoin d'une vision assez lointaine pour travailler sur les investissements et sur les financements tant attendus sur un certain nombre de technologies, dont la partie drone. Donc, pour moi, d'ici 2050, les drones, alors qu'ils soient de surface, sous-marins ou même aériens, joueront un rôle central dans la surveillance des océans. L'exploration des grands fonds et la gestion durable des ressources maritimes est au cœur de tout cela. Alors que la demande en données environnementales et en sécurisation des infrastructures sous-marines s'intensifie, ces technologies deviendront des outils indispensables pour répondre aux défis climatiques, sécuritaires et économiques de la France. J'ai essayé un petit scénario, toujours dans la réflexion du jour et puis pour après. Quels sont, du point de vue du cluster maritime français, puisqu'on est au comité France Maritime, qui est un comité qui discute avec l'ensemble, notamment des parties prenantes étatiques, que ce soit l'état-major de la marine ou les différents ministères. Je me suis rompu un petit exercice et nous rappeler quels sont les scénarios d'usage qui sont importants, en tout cas vus du cluster maritime français. D'abord, vous l'avez dit, cher Président, c'est l'exploration et la cartographie des fonds marins. En 2050, les drones sous-marins joueront un rôle clé dans la cartographie haute résolution des fonds marins. Ils permettront d'explorer des zones jusqu'alors inaccessibles et de détecter les ressources minérales ou énergétiques tout en surveillant à ne pas perturber les écosystèmes. Le deuxième champ d'application, c'est la surveillance et la sécurité maritime. Alors tout d'abord, on peut parler de la sécurité des infrastructures sous-marines, dont les câbles, pipelines, installations énergétiques. Elles seront aussi, pour moi, assurées par des essaims de drones capables de détecter, de signaler toute anomalie ou menace, piraterie, sabotage. Et question sabotage, on a vu dernièrement des technologies qui arrivent de Chine. Dans le cadre de la souveraineté maritime, ces drones contribueront à la surveillance des zones protégées et à la lutte contre la pêche illégale qui est au cœur des préoccupations de l'État français. Troisième point, suivi environnemental et gestion durable. Les drones sous-marins offriront une surveillance continue des paramètres environnementaux, température, salinité, pollution, et permettront de modéliser l'évolution des écosystèmes marins face au changement climatique. Ils faciliteront également la détection précoce des marées noires et autres catastrophes environnementales, améliorant ainsi la réactivité des dispositifs de secours. Quatrième défi, maintenant, c'est l'inspection des infrastructures. L'inspection des infrastructures marines, telles que les éoliennes offshore, et pas que, des plateformes pétrolières ou les ports sera réalisée de manière autonome par des drones sous-marins équipés de capteurs avancés et de caméras haute définition. Je pourrais rajouter dans ce propos-là, nous avons d'une manière générale la surveillance des champs éoliens ou des champs d'énergie marine qui se développeront dans les années qui arrivent. Je ne suis pas fermée à autre chose que l'éolien. On réfléchit aujourd'hui à peut-être du solaire marin, comme il existe du solaire terrestre. On est sur un chemin de 2050, donc on aura d'autres sources d'énergie sur des grands champs qui seront à sécuriser. Les impacts et défis de mon propos sont impact économique et stratégique. La généralisation des drones sous-marins, entre autres, permettra de réduire considérablement les coûts d'inspection et de maintenance des infrastructures marines, tout en renforçant la souveraineté et la compétitivité des pays dotés d'un important espace maritime, dont le nôtre, évidemment. Défis réglementaires et sécuritaires. La prolifération de ces technologies posera de nouveaux défis en matière de cybersécurité, de respect de la vie privée, de réglementation internationale, nécessitant une coopération accrue entre les États et les acteurs privés. La question de la cybersécurité est évidemment centrale sur tout le propos de la numérisation
des technologies de drones. À l'ère où l'IA arrive, il faudra effectivement faire extrêmement attention à la question de la cybersécurité, de la data et du big data. Les enjeux écologiques. Si l'utilisation de drones sous-marins présente des avantages pour le suivi et la protection des océans, il sera essentiel de veiller à ce que leur production et leur utilisation et leur élimination soient respectueuses de l'environnement. Donc, les évolutions technologiques, pour peut-être avancer sur la journée également, moi je vois depuis une vingtaine d'années un certain nombre de points. D'abord, on en a beaucoup parlé les années précédentes, c'est l'autonomie et l'intelligence artificielle, donc des navires autonomes grâce à l'IA notamment, avec finalement un système neuronal, des drones qui sont capables de discuter ensemble, qu'ils soient sous-marins, de surface ou aériens, avec effectivement la question du spatial comme il a été évoqué tout à l'heure. Ensuite, les communications sous-marines, donc des réseaux de communication particuliers qui permettront aux drones de donner en temps réel des datas et à des centres de contrôle effectivement de faire tourner cette data interpays si effectivement nous travaillons en collaboration avec des pays à l'international. Ensuite, le dernier point que je voulais aussi citer, c'est l'autonomie énergétique des drones. Donc, l'énergie autonome via des systèmes de récupération d'énergie, peut-être des courants marins, peut-être des différences de température, d'autres types de technologies qui ne sont pas encore totalement émergentes, permettront une autonomie prolongée et donc de réduire la dépendance aux recharges et aux interventions humaines. Voilà, et le dernier point, c'est les matériaux écologiques et résilients. Le développement de matériaux composites biocompatibles garantira la résistance à la corrosion tout en minimisant l'impact environnemental. Voilà, donc les drones pour moi, en 2050, ils représenteront une avancée technologique majeure pour l'exploitation et la protection des océans. Grâce à leur autonomie, leur capacité à opérer en essaim et à leur intégration dans un réseau de communication global, ils permettront de transformer notre manière de surveiller, d'explorer et de préserver le milieu marin. Si les défis réglementaires écologiques sont relevés, ces innovations contribueront à un avenir maritime plus sûr, prospère et durable. Merci. Je vais m'introduire moi-même. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Philippe Missoff, délégué général du GICAN. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à l'organisation de ce colloque qui s'inscrit dans notre objectif d'animer la filière et de rassembler les acteurs et de faire progresser justement notre filière de participer au développement durable de notre filière. Et ce développement durable, pour nous, il passe notamment par les drones. Donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé d'être là aujourd'hui. Et ce travail qu'on fait sur les drones, on le retrouve notamment dans le plan de développement de la filière drone française qu'on a mis en œuvre comme un projet structurant du comité stratégique de filière des industriels de la mer et qui a 6 axes. Le premier axe, tout d'abord, c'est la mise en place de la réglementation. Donc, je pense qu'après, vous aurez la DG AMPA et le Bureau Veritas qui vont intervenir sur ce sujet-là. Mais la réglementation, c'est quelque chose d'essentiel, déjà d'y travailler au niveau français, mais ensuite avec nos partenaires européens et à l'OMI, pour notamment essayer d'avoir un leadership français et avoir une coopération qui permette d'uniformiser les exigences vis-à-vis du cadre réglementaire afin d'avoir plus de possibilités pour nos industriels à terme, notamment d'exporter et de réduire les coûts d'adaptation sur les différents marchés et d'assurer aussi la continuité des opérations en mer. Le deuxième axe, c'est celui de la mise en place de sites et de moyens d'essai en mer dédiés à l'expérimentation, à la qualification et à la démonstration des drones, des systèmes de drones, des capteurs, des équipements et de tout ce qui va permettre en effet d'avoir des produits efficaces et de dernière technologie. Et le GICAN consolide notamment aujourd'hui toute cette offre de moyens d'essai qui existe, qui sera présentée aussi cet après-midi. Et donc ce sera intéressant à la fois
de dire s'il manque des choses, si on a raté des moyens d'essai en France qui sont utiles pour notre industrie, et en même temps, si on a des manques en tant qu'industriel sur les moyens disponibles en France, afin notamment d'assurer le financement de nouveaux moyens. Le troisième axe, c'est celui du déploiement d'opérations en mer de ces engins pour faire rentrer cette filière dans une maturité à la fois technologique, opérationnelle et surtout commerciale. Et ça passe par l'analyse des besoins. Donc il y a beaucoup d'études de marché qui sont faites ou de discussions qui sont engagées, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine de l'action de l'État en mer ou aussi dans le domaine civil, ou les énergies marines, dont on trouve l'oil and gas et les énergies marines renouvelables. Quatrième axe, c'est la capacité industrielle qui doit se développer pour répondre justement à cette... on essaie de travailler à la massification de l'utilisation de ces drones, il faut aussi travailler au développement de l'outil industriel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille à la visibilité sur l'offre industrielle de drones. On a fait des brochures capacitaires sur le sujet que je vous invite à voir et qui seront remises à jour. On a aussi, donc, on voit aujourd'hui, et ça on peut se réjouir, c'est un renforcement justement de ces capacités industrielles dans le domaine des drones. On peut parler de l'Allon de les Morts, évidemment, pour Naval Group, mais aussi aux extensions des infrastructures de RT6 ou encore du projet qui a été sélectionné dans le cadre du Corimer pour France 2020-30, première usine de capacité d'intégration de Seoul, que j'ai vu aussi dans la salle. Cinquième axe, ce sont les centres de services dans les territoires. Aujourd'hui, on souhaite que l'accompagnement en effet de ces opérations en mer, qui nécessitent donc des pilotes de drones, nécessitent aussi des centres de services. Et il y en a plusieurs qui existent, donc des industriels en ont, la Marine nationale en a aussi un. Mais aujourd'hui, il y a donc des business models à construire justement pour répondre à ces nouveaux besoins, ces nouveaux enjeux et à ces nouvelles utilisations de drones. Enfin, justement, pour le dernier sujet qui a déjà été évoqué d'ailleurs aussi ce matin, c'est la formation, et notamment la formation en lien avec l'utilisation croissante des drones. Vous savez qu'il y a eu donc une réglementation qui a été faite pour la formation des pilotes de drones, et donc à la rentrée, ce sera intéressant, et nous on suivra justement les universités, les écoles qui ont mis en place justement des cursus répondant donc aux demandes de l'État dans cette optique. Tout ça, ça peut se faire quand on réussit à se réunir ensemble, que ce soit les industriels, les utilisateurs, que ce soit donc notamment les industriels, ce sont ceux qui font du hardware, ceux qui font du software, les intégrateurs, les équipementiers. Et il faut que tous ces gens-là se rencontrent, échangent et montent des projets communs. Et il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment dans ce domaine-là. Je pense notamment à la remise à jour de la feuille de route technologique SmartShip, qui est pilotée par le pôle mer Méditerranée et qui va être ouverte justement à tous en consultation élargie sous peu pour pouvoir compléter et donc aussi obtenir à terme plus de fonds sur ces thématiques-là. Il y a aussi les travaux du pôle d'excellence Grand Fonds qui est en cours de structuration et qui pourra aussi nourrir les besoins en drone nourrir les besoins donc en drone pour les opérations en mer. Sur le côté militaire, nous avons aussi des discussions avec notamment la direction de l'industrie de défense à la DGA et la Marine nationale pour l'élaboration de la feuille de route drone dont l'objectif est d'aboutir à des stratégies d'acquisition d'équipements militaires et d'opérations en mer pour lesquelles les industriels français répondent aux besoins de manière compétitive et puissent être renforcés à l'export. Ça s'est fait dans le domaine, dans le cadre du pacte drone aérien terrestre, et donc on compte utiliser ce modèle aussi pour le maritime. Enfin, le déploiement de l'axe 10 de France 2030, qui reste d'actualité, est une opportunité
et permet de renforcer la filière. Enfin, l'UNOC sera aussi l'occasion de mettre en avant à la fois les compétences françaises, comme notamment les capacités d'Alcimar pour le CNRS, mais aussi les collaborations internationales qui sont faites par certains des industriels. Et là, je pense à Arché Océan notamment, qui travaille avec Chypre dans ce domaine. Voilà, donc nous, on reste en soutien et en appui des industriels, mais aussi des acteurs publics, civils et militaires, pour transformer cette dynamique de développement de la filière drone vers une dynamique d'opération en mer fondée sur les drones. Maintenant, place aux échanges et très bonne journée à tous. Ça marche? Oui. Je vais maintenant appeler Alexandre Lukiewicz, qui va vous introduire les personnes qui vont faire quelques présentations. Merci Régis. Amiral, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque dédié aux drones marins et aux navires autonomes, un événement co-organisé par l'Académie de Marine, l'ATMA, le Cluster Maritime et le GICAN. Colloque qui promet de repousser, en tout cas on va essayer, les frontières de l'innovation et de la technologie dans le domaine maritime. Je suis Alexandre Lukiewicz, directeur adjoint du Cluster Maritime français, en charge de l'innovation, du numérique et du réglementaire. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un secteur en pleine expansion, où les drones et les engins autonomes ne sont pas seulement des outils de surveillance, mais des acteurs clés dans l'exploration et la gestion de nos océans. Les drones marins, les navires autonomes révolutionnent notre manière d'interagir avec l'environnement marin. Imaginez des océans monitorés en temps réel pour protéger la biodiversité. Des infrastructures sous-marines inspectées sans risque par des drones sous-marins ou encore des opérations de transbordement, de transport de marchandises, des opérations de recherche et de sauvetage menées avec une précision inégalée liée à l'intelligence artificielle. Ces scénarios qui étaient autrefois dignes de la science-fiction sont aujourd'hui notre réalité. Et ce colloque est l'occasion idéale pour les acteurs du secteur maritime de se rencontrer, d'échanger, de collaborer. Et nous avons l'honneur d'accueillir pour cette première matinée des experts de renom, des innovateurs passionnés, des décideurs visionnaires qui partageront avec nous leurs connaissances et leurs expériences. Alors ensemble, nous pourrons explorer les dernières avancées technologiques, les défis réglementaires, les opportunités économiques que les drones marins et les navires autonomes peuvent offrir, avec un constat fort, c'est que le secteur est absolument hors du commun en termes qualitatifs, avec des atouts qui placent la France, et ça a été dit à plusieurs reprises, en leader sur le marché. Alors préparez-vous à être inspirés, à découvrir des perspectives nouvelles à l'occasion des échanges qui suivront et peut-être forger des partenariats qui vont façonner l'avenir de notre industrie maritime. Que vous soyez un participant averti ou un nouveau venu, ce colloque est le point de départ d'un voyage fascinant dans l'univers des technologies maritimes autonomes. Alors ouvrons nos esprits, engageons le dialogue, laissons-nous porter par l'innovation et que ce colloque soit le catalyseur de nouvelles idées et de collaborations fructueuses. Cette matinée sera découpée en 3 temps. Tout d'abord, 3 présentations par Naval Group, Abissa et Seahall, une courte pause à 10h45, puis une table ronde avec nos intervenants de la première partie, rejoints par de nouveaux intervenants, avant de passer à la pause déjeuner. Et donc pour cette première séquence, j'invite Pierre-Antoine Flich, directeur de la ligne produits drone chez Naval Group, à me rejoindre, à prendre même ma place au pupitre,